Je reçois Jean Auroux sur le plateau de la web télé Salon CE. Jean Auroux, c'est un habitué du plateau. Et puis d'abord, Jean Auroux aura toujours la place sur le plateau, même s'il ne la demande pas, parce que c'est grâce à lui qu'il y a un salon pour comité d'entreprise, parce que c'est lui qui a donné un budget pour le fonctionnement. Et les lois Auroux, on doit utiliser les deux mots collés loi Auroux, peut-être 10 ou 20 fois par jour sur le salon des comités d'entreprise sur le plateau. Donc Jean, vous êtes ici chez vous. Et donc je m'adresse à l'ancien ministre du Travail. Est-ce que vous-même seriez en train de revoir les seuils, seriez en train de revoir une réforme du Code du travail telle que l'a fait votre successeur, M. Rebsamen? Je dois dire que j'ai plus que des nuances de pensée avec les propos que j'ai entendus de part et d'autre, aussi bien du pouvoir du côté de l'exécutif que du côté du patronat. Je pense qu'effectivement, c'est un contresens que de remettre en cause la représentation des salariés dans les entreprises. C'est un contresens politique, puisque c'est quelque chose qui va provoquer des protestations lourdes, mais surtout c'est un contresens social, parce que s'il est légitime que l'apporteur de capitaux ait son mot à dire dans la vie de l'entreprise, il est peut-être encore plus légitime que les hommes et les femmes qui travaillent puissent apporter leur savoir, mais aussi leurs orientations pour faire vivre l'entreprise d'une façon cohérente. Et puis c'est une erreur économique, un contresens économique, pour deux raisons. En interne, une entreprise qui fonctionne bien, qui peut faire des économies en termes de maladies, d'accidents du travail, d'accidents, de maladies professionnelles. Et avec le CHSCT, on fait faire des économies à l'entreprise, à la sécurité sociale, à la société. Et les comités d'entreprise lui-même qui apportent un œil sur la vie économique de l'entreprise, son organisation, la qualité du travail, ce sont deux richesses dont on risque de se priver. Et je ne vois pas d'argument, sauf à revenir à des temps pas sinon préhistoriques, mais anciens, enfin au 19e siècle, qu'on remette en cause la présence des hommes et leur droit d'expression sur la vie de l'entreprise. Alors ça m'amène à évoquer quelque chose dont on parle peu, c'est qu'en fait, dans notre pays, l'entreprise n'a pas d'existence légale en tant que telle. Il n'y a pas de statut de l'entreprise. Il y a le Code du commerce qui organise la mise en place des capitaux et de la propriété. Il y a le Code du travail, mais l'entreprise en tant qu'entité qui à la fois regroupe des hommes, des capitaux, des équipements, qui devraient donc être co-gérés par les détenteurs du capital et les détenteurs du travail. Eh bien, en France, on n'a pas encore, sauf pour les entreprises coopératives ou mutuelles, un homme, une voix, on a vraiment ce retard. Et je crois qu'on pourrait défendre les entreprises, comme certains l'ont dit, à condition qu'elle ait un autre statut dans lequel les uns et les autres aient une participation et un pouvoir plus équilibré. Est-ce que vous pensez que le dialogue social ait besoin d'être réformé aujourd'hui? Le dialogue social, c'est difficile de tout codifier. Je prends un exemple pour le droit d'expression. Je ne suis pas entré dans le détail de la codification et on me l'a reproché. Et ça n'est pas toujours simple parce que le droit d'expression, voire le dialogue social, n'est pas forcément le même, ni dans l'organisation, ni dans le vocabulaire sur un chantier du bâtiment ou dans une entreprise informatique. Donc il faut laisser des espaces de liberté et d'initiative. Mais cela dit, je pense que le dialogue social peut être rénové, mais il faut de la volonté des deux côtés. Et c'est vrai que la dispersion syndicale et aussi l'affaiblissement syndical, qui est ma grande déception. Je pensais qu'après mes lois, il y aurait un mouvement d'adhésion beaucoup plus fort. Et ça m'amène à penser que parfois, si il y a trop de lois, ça peut dispenser des gens de s'engager. Or, ma philosophie, c'est que les lois étaient les fondamentaux, mais que la vie de l'entreprise, c'était la négociation, la politique contractuelle, la négociation annuelle obligatoire. Donc, il fallait qu'il y ait ce double mouvement. Mais je regrette cela. Mais si la France se passe de ses représentants du personnel, toutes catégories confondues, des syndicats, délégués du personnel, comités d'entreprise et CHSCT, et si la France se passe du dialogue social,
mais on va vers des confrontations dont on ne mesure pas les conséquences, mais surtout, je cherche à comprendre pourquoi et comment ça pourrait aider au développement économique et social. Ça n'est pas possible. Alors, vous n'étiez pas à La Rochelle, vous étiez au Carélis. Est-ce que c'était pour montrer votre désapprobation ? J'étais au Carélis, j'étais invité depuis longtemps. Je fais partie de ceux qui essayent de créer les connexions de tous les mouvements progressistes qui existent dans ce pays et qui ont de la peine à la fois à se faire entendre et même à s'entendre entre eux. Alors il faut bien qu'il y ait des traits d'union. Les négociations, ça doit se faire à tous les niveaux. J'aimerais que les syndicats soient plus coordonnés dans leur action. Et je souhaite aussi que tous ceux qui se reconnaissent dans le mouvement progressiste sachent définir les 4 ou 5 grandes priorités sur lesquelles on se met d'accord et on agit. Et actuellement, c'est une nécessité politique, économique et sociale, voire culturelle, qu'on se retrouve, parce que j'ai l'impression que si les choses continuent comme ça, c'est la France qui perd un peu son âme. Alors hier, il y a eu le discours de politique générale et le vote de confiance. Le Premier ministre a eu un vote favorable. Est-ce que vous pensez que les frondeurs ne sont pas allés au bout de leur idée ? Est-ce que, si vous aviez quelque chose à leur dire, quel serait le message ? Oui, alors je note quand même que le Premier ministre a calmé quelques ardeurs patronales hier sur les 35 heures, sur le SMIC, et c'était vraiment urgent et nécessaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que du côté de ce qu'on appelle les frondeurs, d'abord, je trouve que c'est bien qu'il y ait un débat et qu'on en tire les conséquences. Ce que je leur demande aussi, c'est de me dire quelle est l'alternative qu'ils proposent. Et c'est là que je reviens à mon propos précédent. Il faut que tous ceux qui se retrouvent dans un mouvement véritablement progressiste savent définir les 5 ou 6 priorités sur lesquelles on doit agir. Et c'est vrai que, par exemple, sur la dette, je suis d'accord que quand on n'a plus d'argent, c'est difficile de redistribuer. Mais je dis aussi qu'une dette de 30 ans, on ne va pas l'éponger en 3 ou 4 ans. Et il faut qu'on se repose au niveau européen le problème de cette dette, de ces montants et de la façon de l'épurer. Mais si les comptes sont au clair et les travailleurs au tapis, ça ne peut pas fonctionner. Ah, si les travailleurs sont au tapis, ça ne marchera plus. Est-ce que réellement, on peut dire que cette politique européenne aujourd'hui, avec ses impératifs de limiter le déficit à 3%, etc., à la limite, travaille contre l'intérêt de l'Europe elle-même ? Je pense. Moi, j'ai voté contre Maastricht et je ne regrette pas. Je pense que cette idée de monnaie commune, qui effectivement demande une certaine discipline collective, ne s'est pas accompagnée de grands projets dans lesquels les Européens pourraient se retrouver en termes d'emploi, de formation, de culture, d'infrastructure. C'est assez dramatique. Je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les dernières directives qui ont été votées dans l'année, il y en a une, enfin pas une directive, mais une norme, c'était la capacité des cuvettes de WC. Bon, c'est dramatique. Il y a eu un livre vert de Jacques Delors à un moment. Oui, on en est aussi sur la puissance des aspirateurs en ce moment. Oui, c'est à peu près du même niveau. Alors évidemment, il y a 28 vice-présidents, il faut bien 28 membres de la commission, il faut bien occuper tout le monde, mais on a fini par perdre de vue ce qui était la grande idée, la paix, la coopération et le développement, et aussi des convergences sociales et fiscales. Alors c'est ça. Est-ce qu'au lieu de travailler sur le déficit de chaque pays, on ne devrait pas travailler sur une harmonisation sociale pour éviter de mettre les travailleurs d'un pays et de l'autre en concurrence, en compétition, et essayer d'amener ceux qui sont le plus en retard au niveau de ceux qui sont le plus avancés dans un dialogue social, dans des structures sociales qui seraient européennes et qui seraient nouvelles ? Un souvenir personnel, en juillet 1981, à la demande du président de la République, François Mitterrand, j'avais proposé à un sommet européen une plateforme, un mémorandum sur l'espace social européen. Ma prestation a dû durer un quart d'heure, parce que tout le monde m'a regardé
avec un air atterré en disant mais on va pas parler de social, c'est pas important. Et ça, c'est vraiment le grand regret. Une petite nuance avec vous, je dirais plutôt les convergences sociales et fiscales, parce qu'on va pas pouvoir harmoniser en 2 ou 3 ans des différences qui sont considérables entre les salaires et la protection sociale de la Roumanie et de la France. Mais si on va dans ce sens-là, tout le monde a y gagné. Il n'y a plus cette concurrence sauvage entre les travailleurs, entre les entreprises, entre les États. Et là, je dois dire que je regrette que sur ce plan-là, on n'a pas avancé. On a été très actif pour sauver les banques, aux frais des contribuables. Et le monde du travail, on l'a laissé de côté parce que c'est une philosophie libérale qui vise à défendre plutôt les capitaux que les travailleurs. C'est une évidence. Tous ceux qui écriront l'histoire de l'Europe au cours des 20 dernières années seront sans doute atterrés de voir que tous ces pays développés qui avaient des capacités, des intelligences, des savoir-faire, ont été incapables de définir 2 ou 3 priorités sur le plan fiscal et sur le plan social. Merci pour cette analyse, Jean. Bienvenue pour la prochaine fois, parce que tant qu'il y aura des comités d'entreprise et ça commence à sentir le brûlé, vous serez le bienvenu et le prioritaire sur ce plateau. Oui. Je dois dire à ce sujet que M. Gattaz a beaucoup de chance. Il n'a pas été obligé de chercher un emploi, il a hérité de l'entreprise paternelle. Mais aussi peut-être lui dire qu'avant de remettre en cause des seuils, il y a un dispositif qui existe, ce qui s'appelle la délégation unique. Donc j'aimerais bien aussi que le monde du MEDEF connaisse bien son code du travail. C'est peut-être ce qui lui manque un peu, ce n'est pas les collaborateurs, mais c'est peut-être la volonté. Merci beaucoup, Jean, et à très vite.